On parle beaucoup d'IA et d'agents dans le podcast AWS en français, épisode 372. Ce sont les nouvelles des 2 dernières semaines au 19 juin. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour à toutes, merci d'être fidèles au podcast AWS en français depuis plus de 7 ans, 372 épisodes comme je viens de le dire. Cette semaine c'était le Summit AWS à New York et c'est un grand véhicule marketing aussi pour AWS puisqu'on fait pas mal d'annonces. Il y a le bloc d'annonces en novembre-décembre à reInvent et puis il y a l'autre bloc au milieu de l'année là maintenant au Summit AWS. C'était Swami qui délivrait la keynote. Swami c'est le VP IA, Data, Analytics, Machine Learning d'AWS et donc sans surprise, il y a eu beaucoup d'annonces au niveau de Bedrock et des agents et de Agent Core, on va parler de tout ça, mais on va commencer avec quelque chose d'autre, avec S3, qui est aussi lié d'une certaine façon aux agents, puisque les agents doivent bien se nourrir de données, avec une nouvelle fonctionnalité dans S3 qui s'appelle annotation. Ça concerne les métadonnées. Jusqu'ici, les métadonnées sur des objets S3, c'était plutôt limité. Il y avait une dizaine de paires clés-valeurs en tag, ou alors des métadonnées. Je crois que c'était 2 cas limite pour les métadonnées. Et donc, si vous aviez besoin de plus de contexte associé à vos objets, il fallait soit un objet à côté, un petit fichier JSON qui explique ce qu'il y a dans l'autre fichier à côté, ou garder une base de données. Il y a beaucoup de clients qui utilisent DynamoDB pour cela. Donc, avec S3, maintenant, vous pouvez attacher jusqu'à 1 GB de métadonnées, de contexte structuré pour chaque objet. 1 GB par objet, jusqu'à 1000 annotations nommées, et chaque annotation fait 1 méga. Ces annotations sont mutables, c'est-à-dire que vous pouvez les modifier sans réécrire l'objet, et elles vont suivre l'objet automatiquement. Donc si vous le copiez, si vous le repliquez entre cross-agents, ces métadonnées vont suivre l'objet, elles sont évidemment supprimées. Si jamais vous supprimez l'objet, il ne restera pas d'orphelin. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'elles sont interrogeables, ces métadonnées, directement avec Athena, sans frais de récupération, quelle que soit la classe de stockage. Et donc on peut ainsi lister tous les objets qui correspondent à telle ou telle annotation. L'exemple qui est donné dans le blog post de mon collègue qui a écrit le blog post de lancement, c'est une société de médias. Si vous travaillez chez France Télévisions, TF1, Canal+, BFM, vous allez vous reconnaître. Vous avez des centaines, des milliers de fichiers vidéo et vous pouvez attacher en métadonnées le type d'encodeur, le bandwidth, des données techniques sur la vidéo, le fichier MP4 par exemple, qui est dans le bucket, et donc vous pouvez chercher des objets via ces annotations. Alors il y a un coût de stockage évidemment, et le cas d'utilisation qui est présenté, c'est typiquement aussi pour l'IA, pour des agents qui ont besoin de découvrir, de comprendre ou d'agir sur des données à grande échelle sans devoir maintenir un système de métadonnées séparé. S3 Vector évolue aussi, il baisse de prix et puis il augmente des limites. Donc S3 Vector, c'est ce système qui permet de stocker des vecteurs dans S3. C'est le seul, à ma connaissance, et le premier en tout cas, Object Store Cloud qui supporte de façon native du stockage et de la recherche de vecteurs. Et bien l'annonce de cette semaine, c'est qu'il réduit ses coûts jusqu'à 90% par rapport aux bases vectorielles spécialisées. 2 améliorations, réduction de 80% des coûts sur une requête pour des index volumineux, ce qui rend les gros jeux vectoriels beaucoup plus économiques, et puis support jusqu'à 10 000 résultats de recherche par similarité pour chaque requête. Avant une requête, vous renvoyez 100 résultats maximum depuis la GA. Donc tout ça, c'est toujours évidemment intégré avec Bedrock, avec Bedrock Knowledge Base pour le RAG notamment, et vous offre toujours des latences en dessous de la seconde pour des requêtes peu fréquentes, typiquement 100 millisecondes pour des requêtes fréquentes. Donc S3, plus de résultats de recherche en un seul coup et moins cher, jusqu'à 80% moins cher sur des gros index. Au volet IA générative, c'est Bedrock qui s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Il y a Bedrock Managed Knowledge Base qui devient JA, qui est JA. Alors vous allez me dire, les Knowledge Base, ouais, mais ça existe déjà depuis 3 ans dans Bedrock, c'est pas nouveau, Seb. Qu'est-ce que t'as fumé là en regardant la keynote de New York? Non. En fait, le Knowledge Base existant, c'est une approche un peu composant à assembler. Vous, développeurs, vous deviez choisir votre base de données vectorielles, OpenSearch, Aurora, Pinecone, etc.,
votre modèle d'embedding, votre stratégie de chunking, vous deviez configurer les data sources, gérer la synchronisation, etc. C'était du RAG, mais semi-managé, avec quand même pas mal de décisions d'architecture à prendre. Donc maintenant, il y a un nouveau Manage Knowledge Base dans Bedrock. C'est vraiment une nouvelle option qui est zéro config, à côté de l'option existante, évidemment, qui elle reste toujours, ça ne la remplace pas, c'est une option en plus. Vous n'avez plus de base de données vectorielle à choisir ni à provisionner. Donc le stockage vectoriel est intégré et optimisé automatiquement pour le rapport coût-performance. Il y a aujourd'hui 6 connecteurs natifs et on en ajoutera d'autres. Il y a un connecteur pour S3, pour SharePoint, pour Confluence, un pour Google Drive, pour OneDrive et un web crawler avec de la synchronisation automatique des documents. Il y a du parsing intelligent, donc automatiquement les documents multiformats, par exemple des PDF avec des images ou des structures complexes, vont être parsés, vont être intégrés en tant que vecteurs dans votre RAG sans configuration manuelle de parsing de votre côté. Les défauts, évidemment, ils sont optimisés pour les embeddings, le re-ranking et il y a des défauts pour les modèles de fondation également, vous n'avez plus de choix à faire. Et puis, il y a un nouveau composant qu'on appelle aussi l'Agentic Retriever qui va décomposer des requêtes complexes en plusieurs étapes automatiquement. Avant, le retrieval, c'était en un seul passage et c'était vous qui deviez coder ça si vous voulez un peu d'intelligence dans le retrieval. Évidemment, tout ça, c'est intégré directement avec Agent Core Gateway. Donc, vos agents peuvent utiliser Bedrock RAG, Manage Knowledge Base. Donc, avant, on avait vraiment un workflow managé avec des composants à choisir soi-même. Maintenant, c'est un service RAG entièrement opinionné où on pointe ses sources de données et puis ça fonctionne, il n'y a plus rien à faire. Les options custom restent évidemment disponibles si vous voulez contrôler chaque paramètre. Agent Core s'enrichit d'un nouvel outil, un outil de web search. Vous savez que les agents d'IA ont souvent besoin d'informations à jour sur le web et donc ils doivent faire des recherches sur le web et accéder à des pages web. Si vous utilisez Perplexity ou même maintenant ChatGPT, vous voyez ça, quand vous tapez une question, il va faire des recherches pour vous et puis intégrer les résultats de cette recherche. Eh bien, si vous déployez des agents sur Agent Core, ils ont accès maintenant à un outil web search entièrement managé, évidemment, vous ne devez rien coder, et c'est compatible MCP. Donc c'est juste un connecteur qu'on branche sur l'Agent Core Gateway. Les agents peuvent ancrer ainsi leurs réponses dans des connaissances web actuelles, citées et sourcées, sans exfiltration de données. Il n'y a pas de data egress, donc c'est en dehors de l'environnement AWS sécurisé, votre environnement AWS sécurisé, et vous ne devez plus gérer l'infrastructure de recherche web vous-même, puisque c'est le service qui fournit le sandbox, le harness, comme on dit maintenant, pour faire tourner cet agent. Alors tant qu'on parle des bots IA et des agents, on parlait des recherches web il y a une seconde, un des challenges qu'on a aussi, surtout en tant que producteur de contenu, c'est que ces agents consomment plus de contenu web que nous. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie cette semaine. Aujourd'hui, ça y est, milieu 2026, plus de 50% du trafic internet, c'est du trafic de bots. Alors avant, les bots, c'était plutôt des crawlers, maintenant, c'est plutôt des agents IA qui vont aller chercher du contenu suite à nos demandes. Le problème, c'est pour ceux qui vendent du contenu, je pense aussi de presse notamment, qui vivent de la pub, eh bien, être visité par un agent, ça ne rapporte pas grand-chose, parce que la pub n'a pas le temps, ou n'est pas affichée, et ils ont des difficultés de monétiser leur contenu. Donc, la solution actuelle, c'est soit de bloquer, soit de laisser passer gratuitement. Et puis, on a commencé à parler du protocole X402, ces fameuses réponses HTTP 402 qui n'étaient pas utilisées jusqu'à présent, pour faire payer des agents. Et on en a déjà parlé dans le podcast AWS en français, si vous êtes des fidèles, vous vous en souvenez. C'était l'épisode 364 que vous pouvez aller écouter, où Agent Core Paiement introduit la possibilité pour un agent de payer du contenu. J'avais un peu ironisé d'ailleurs dans cet épisode en disant bien sûr, je vais donner un wallet de crypto-monnaie à un agent et on va voir ce qui se passe. Alors évidemment, il y a des limites de dépenses par jour, par service, etc. Vous pouvez contrôler ça. Donc ça, c'était pour les agents qui vont aller consommer du contenu. Vous pouvez aujourd'hui déjà sur Agent Core leur donner un outil pour payer. Maintenant, ce qu'on introduit, c'est l'autre côté. C'est WAF, le bon vieux Web Application
Application Firewall, qui a déjà toute une batterie d'outils pour filtrer le trafic des bots, des crawlers et des agents. Eh bien, on ajoute une nouvelle possibilité dans AWS WAF, dans WAF Bot Control, c'est celle de facturer les agents IA, les bots IA, pour l'accès au contenu. C'est-à-dire, vous avez du contenu que vous voulez monétiser, vous mettez WAF avec bot control devant, ce truc-là va laisser passer les humains, en revanche, il va bloquer les bots et leur répondre avec une requête HTTP 402 qui dit « vous devez payer ». Et là, si l'agent est capable et est lié évidemment à un wallet de crypto-monnaie, alors pour le moment, on supporte côté WAF que Stripe, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, c'est Stripe, et Coinbase aussi, donc Coinbase et Stripe, eh bien l'agent et le WAF vont se mettre d'accord, ou enfin le WAF va proposer un prix, l'agent s'il a accès à un wallet va payer, et s'il paye pourra avoir accès aux données, et comme ça tout le monde est content. Je crois que c'est un développement à regarder dans les mois qui viennent, si ça va se généraliser ou pas, mais c'est un bon moyen pour les éditeurs de contenu, et je pense aux journaux essentiellement qui produisent des news de qualité, et aux journalistes, de monétiser leur contenu dans un monde agentique. Jetez un coup d'œil donc sur AWS WAF, monétisation du trafic. Quelques nouvelles rapidement parce qu'on est déjà loin dans l'épisode. Il y a AWS Security Agent qui s'améliore avec du thread modeling et de l'intégration à des IDE, donc capable de faire un thread modeling basé sur la méthodologie Stride avec une analyse de documents de design et du code source et des pull requests. Ça s'intègre évidemment avec Kiro, avec Cloud Code et il y a un serveur MCP donc vous pouvez l'intégrer avec ce que vous voulez. Et puis de la même manière, le DevOps Agent évolue aussi puisque traditionnellement le passage en prod reste un moment un peu stressant. Et bien, le DevOps Agent maintenant va pouvoir gérer les releases pour vous, évaluer chaque changement par rapport aux règles, aux exigences de la production, à la sécurité des dépendances, aux standards de code que vous avez fournis. Il va exécuter les tests de release dans un nouvel environnement, donc il va créer un environnement pour vous, il va déployer et vérifier si le PR est conforme à vos standards de production, et si oui seulement ouvrir la porte pour le déploiement en production. Donc ça c'est une nouveauté côté AWS DevOps Agent. Nouveauté pour les développeurs, ça s'appelle AWS Blocks, c'est un peu le grand frère d'Amplify, c'est pour les full stack développeurs et ça permet de créer de l'infrastructure back-end extrêmement facilement. Vous définissez les blocs dont vous avez besoin. J'ai besoin d'un bloc d'authentification, j'ai besoin d'un REST API, j'ai besoin d'un object storage, et ça génère du code CDK au fait, que vous pourrez déployer dans le back-end, mais ça génère aussi des mocks en local, donc très facilement vous pouvez commencer à développer sans même avoir un compte AWS, tester votre application par rapport à des simulations en local, et puis déployer dans le cloud quand vous êtes prêt pour déployer dans le cloud. Vous allez me dire que Amplify V2 faisait déjà ça, mais Amplify c'est beaucoup plus grand que ça, hein. Ça couvre aussi l'aspect CI/CD par exemple, ça couvre les librairies à embarquer dans vos applications clientes, React, Swift, Kotlin, il y a des interfaces graphiques aussi dans Amplify. Donc oui, il y a un chevauchement avec Amplify, mais juste avec la partie back-end de Amplify, pas tout le reste que je viens de nommer. Donc c'est un framework TypeScript qui est entièrement open source pour construire vos back-ends avec une approche locale d'abord. Vous le développez avec des bases de données, c'est Postgres qui sera démarré dans un container en local, avec de l'authentification, avec du temps réel, sans compte AWS, et puis donc vous pouvez déployer l'infra quand vous êtes prêt, et tout ça est pensé pour les agents puisqu'il y a des steering files, donc des instructions pour les agents dans la doc pour qu'ils apprennent à utiliser ça. C'est en preview, c'est une preview publique. Si vous développez des applications full stack sur AWS, jetez un coup d'œil à AWS Blocks. Petite brève, deux nouvelles familles de modèles sont disponibles sur Bedrock. Il y a Gemma 4 de Google et Grok de xAI qui sont disponibles sur Bedrock. Vous avez comme d'habitude rien à configurer, juste les modèles ID. Ils sont disponibles via les API Message Response, l'API Response d'Anthropic et l'API Chat Complete d'OpenAI. Donc ils ne sont pas disponibles sur l'API
classiques de Bedrock, le fameux Invoke ou le chat completion, j'ai oublié comment ça s'appelle, Converse API. Donc c'est via les API d'Anthropic et d'OpenAI sur le endpoint Mantle si vous développez sur Bedrock. Et puis je terminerai avec Amazon Quick, qui est le meilleur secret d'AWS. C'est une application desktop et web absolument incroyable qu'on utilise tous les jours chez nous, qui nous aide parce qu'elle est connectée à nos OneDrive, à nos SharePoint, à Microsoft 365, à Slack. Elle a accès à tout ça et c'est un agent conversationnel qui peut faire des tâches de fond, qui peut faire de la recherche web, qui a accès à nos disques, à nos documents, à des tas de bases de données internes d'Amazon. Enfin, nous, on l'a configuré comme ça, mais enfin, vous pouvez le configurer avec vos bases de données et vos SharePoint à vous. C'est un outil qui est disponible maintenant en desktop pour Windows et pour macOS, et lui aussi gagne des nouvelles capacités. Il a maintenant des agents autonomes, donc il peut gérer des tâches récurrentes en arrière-plan. Tous les lundis matins, connecte-toi à Salesforce et donne-moi la liste des deals bloqués avec les numéros de téléphone des personnes que je dois appeler, ou donne-moi des alertes sur des changements réglementaires, etc. Vous pouvez en tant qu'utilisateur créer vos propres agents en langage naturel, donc avoir un agent dédié pour, écrire les notes de ce podcast par exemple, ou pour relire mes blog posts et des choses comme ça. Vous pouvez faire de l'analytics aussi sur plusieurs sources de données. Vous avez des nouveaux connecteurs vers Adobe, vers WhatsApp, vers Figma, et puis c'est toujours le même principe, vous connectez des apps, vous apprenez les workflows, et puis il agit de manière autonome, et il apprend au fil du temps, donc il a une base de données locale avec le knowledge qu'il a acquis sur vous, votre manière de travailler. Donc au plus vous l'utilisez, au plus il devient pertinent, et c'est gratuit d'ailleurs si vous voulez l'utiliser sur votre poste de travail en tant que personne individuelle, et puis c'est un pricing par personne et par mois. On en parlera beaucoup plus d'Amazon Quick dans l'épisode de la semaine prochaine, puisque j'ai le plaisir d'interviewer Julie Paget qui travaille au groupe SEB. SEB, vous savez, le groupe d'électroménager, les marques Tefal, Rowenta, Calor, Moulinex et bien d'autres, et ils utilisent Quick dans leur groupe marketing. C'était une conversation passionnante que vous découvrirez vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.